numérique aujourd'hui? Est-ce que c'est une étape, une période un petit peu charnière pour vous? Pas spécifiquement. Personnellement, je crois que la charnière, elle existe déjà depuis 20-25 ans. Et c'est en fait un continuum ininterrompu de progrès. Je crois qu'en 25 ans, il s'est produit plus de choses qu'en de nombreux siècles. Et c'est bien sûr bien loin d'être terminé, heureusement. Alors c'est pour la partie chirurgie, pour la biologie, est-ce qu'on a le même constat? Et en fait, on est effectivement dans la poursuite de raffinements technologiques qui permettent une grande évolution très rapide et une modification de la prise en charge des principales pathologies. Et pourtant, il y a pourtant quelque chose qui a beaucoup changé ces 20 dernières années, c'est l'arrivée du numérique. Est-ce que pour vous, ça a changé quelque chose? Effectivement, c'est une explosion d'informations qui est apparue et qui ne cesse de continuer. C'est vrai que cette explosion d'informations est désormais totalement intégrée dans toute la pratique médicale et chirurgicale et biologique. C'est une évidence absolue. Et ça change quoi concrètement pour vous? Si vous voulez, j'en parlerai tout à l'heure, notamment dans le domaine chirurgical. C'est vrai que les buts affichés tendent vers la précision extrême, vers le minimum de risque, vers la certitude d'atteindre une cible, etc. Et tout ça, bien sûr, est possible grâce aux outils informatiques, et en particulier, si vous me le permettez, je l'évoquerai tout à l'heure, ce qu'on appelle les systèmes de navigation, en fait, qui correspondent au principe du GPS appliqué à la chirurgie. Alors justement, on va rester là-dessus, justement. Ça fonctionne de quelle façon? Comment est-ce que vous fonctionnez avec votre GPS? Alors, c'est pas plus compliqué qu'un GPS, c'est simplement un peu différent. Je prends la spécialité qui est la mienne, à savoir la neurochirurgie. On comprend que pour opérer une tumeur cérébrale ou une lésion cérébrale profonde dans une zone hautement fonctionnelle, avec donc un risque pas forcément vital, mais surtout de séquelles, il faille bien sûr s'entourer d'une extrême précision, à la fois pour atteindre la cible, mais avant d'atteindre la cible, pour ne pas créer de lésions irréversibles. Ceci a été permis grâce à un système qu'on appelle la neuronavigation, qui est apparu il y a désormais un peu plus de 15 ans et qui n'a cessé de progresser depuis, et qui consiste, si vous voulez, à disposer au sein d'une salle d'opération d'outils informatiques qui permettent de visualiser sur les écrans, avec des coupes d'IRM en 3 dimensions, la position exacte de nos instruments dans le cerveau du patient. Et donc on a ainsi moyen de ce qu'on appelle traquer, c'est-à-dire suivre parfaitement la stratégie chirurgicale qu'on aura préétablie. Une précision jamais atteinte jusqu'alors. Exactement. Et est-ce que pour vous, dans le domaine de la biologie, le numérique a apporté cette précision quasi ultime? Alors le numérique en termes d'image, par exemple, qui a permis d'obtenir de la vision de micro-organismes, par exemple, ou de tissus de manière beaucoup plus précise. Et puis surtout, l'informatique, et ce qu'on va appeler la bioinformatique, qui permet de gérer et de générer beaucoup de données à partir notamment du génome. Et ça, c'est la révolution actuelle. C'est ce qu'on appelle la gestion du big data, c'est-à-dire les données massives que l'on peut interpréter désormais parce qu'il y a les outils informatiques par derrière. Si vous souhaitez réagir aujourd'hui, si vous souhaitez échanger avec le professeur Jean-Pierre Garnieux et avec le professeur Gilles Brassier, on vous invite évidemment à nous rejoindre au 02 99 67 35 35 pour parler de cette médecine de demain, de cet hôpital de demain. Vous avez sans doute un avis, vous avez peut-être des craintes aussi, pourquoi pas les exprimer ce matin. 02, vous avez peut-être testé d'ailleurs, 67 35 35, vous avez peut-être oui, testé l'une aussi de ces innovations. Vous parliez de numérique, d'informatique, de robotique. Est-ce que ça veut dire que votre métier à vous est en train de changer? Vous devenez un petit peu plus technicien? Oui, incontestablement, mais j'oserais dire même que le bloc opérateur n'est plus désormais une enclave, si vous voulez, qui était autrefois réservée à un chirurgien, un anesthésiste, une équipe d'infirmières et d'aides-soignants. Désormais, on voit au sein des blocs opératoires l'arrivée d'ingénieurs, d'informaticiens, et qui sont là effectivement, et chacun a son rôle. Le but étant bien sûr de minimiser la gravité de l'acte chirurgical et d'en diminuer le risque de séquelles ou risque vital. Et c'est facile d'accueillir ces nouveaux personnels qui ne sont pas forcément habitués au départ au monde médical? Alors, en l'occurrence, ce sont des personnes qui sont très investies dans le domaine de la recherche médicale et qui, depuis leur début, sont invités à travailler avec nous. Et l'interface entre
les ingénieurs et les techniciens et les médecins est une chose qui est devenue essentielle. Il y a une évolution culturelle nécessaire de la part des Bon, elle médecins s'est pour faite ça ou pas? naturellement. Mhm. Ouais, vous les accueillez facilement. Oui, sans Ouais. difficulté. Et dans le monde de la biologie aussi, ça devient donc de plus en plus technique avec, j'imagine, des formations différentes qui sont peut-être dispensées au départ pour les étudiants, j'imagine. Oui, oui, vous avez raison. Il y a des nouveaux métiers qui se créent au sein des laboratoires, hein, avec notamment cette strate des ingénieurs qui n'existait pas auparavant. Il y avait les techniciens de laboratoire, il y avait les biologistes. Maintenant, les ingénieurs sont également très présents. Donc, il y a une modification de la formation initiale, effectivement. Et est-ce que vous vous sentez un peu dépossédé de votre métier quelque part? Absolument pas. Non. Non, je pense que tout ça concourt à, ça profite aux patients et quand même c'est pour nous évidemment un défi qui est relevé en permanence, mais qui a un sens et qui permet de réaliser des interventions ou des gestes qui autrefois étaient assortis de risques considérables ou pratiqués, disons, sans stratégie véritable. Et désormais, c'est plus envisageable ce genre de... Donc c'est du gagnant-gagnant, quoi. Absolument. Et pour le patient et pour le médecin. Absolument. C'est un gain en expertise incontestable. C'est toujours le patient qui est au cœur de vos préoccupations. Est-ce que la technique prend pas trop de place, justement? Non, justement, il ne faut pas se laisser abuser par la technique. Oui, je crois que quand on embrasse une carrière médicale, on est quand même attiré par le patient, par le bien d'autrui. Enfin, ça peut paraître un petit peu une évidence, mais c'est la réalité. Est-ce qu'on peut envisager à terme une opération sans médecin? Pas dans ce siècle, je ne crois pas. Pas dans ce siècle. Ah oui, donc on en est encore très loin. Oui. Parce que si vous voulez, une des problématiques, c'est que dans un acte chirurgical, bien sûr, et on en parlera, je crois, des aspects de simulation qui permettent effectivement, un peu à l'instar de ce qu'ont les pilotes d'avion, et bien de se préparer, de se former. Pour autant, il y a toujours un aspect qui est imprévisible dans un acte chirurgical. Une situation peut se présenter, et que faire? Comment surmonter la difficulté? Quand une complication liée par exemple à une tumeur difficile à ôter se présente, comment faire? Et là, effectivement, il n'y a que l'être humain qui a l'expérience, qui peut surmonter ces difficultés. Je ne suis pas certain qu'un robot arrive à le faire d'ici longtemps. Donc c'est un assistant simplement, le robot. Absolument. Et d'ailleurs, ce qui a été évoqué tout à l'heure dans la chirurgie robotique en urologie en témoigne. Le chirurgien est bien dans la salle d'opération et c'est lui qui pilote le robot. Et est-ce qu'en biologie, là, des fois, on n'a quasiment plus à intervenir? Alors si, parce que générer des données, c'est de plus en plus facile avec les outils. Maintenant, il faut les interpréter. Et ça restera toujours le rôle des médicaux. Là, il faut un vécu du médecin, il faut une expérience. Bien sûr. Et puis surtout, il faut l'adapter à la situation. Hein, c'est-à-dire que vous parliez du patient, le patient reste toujours au cœur de la préoccupation. Et ces raffinements de diagnostic, ils permettent non plus de dire une maladie, un diagnostic, mais une maladie, un patient, un diagnostic et un pronostic. C'est ce qu'on appelle la médecine personnalisée, peut-être? Exactement, c'est ça. À tout niveau. Et ça se passe autant sur le point, au niveau chirurgical qu'au niveau biologique. Tout à fait. Donc on adapte vraiment au patient, à sa pathologie et à la situation particulière qu'il connaît. Voilà, avec la possibilité de prédire un certain nombre d'événements, soit de la guérison, soit au contraire de l'échec, et ceci grâce aux nouveaux outils diagnostiques. Vous parliez du patient qui est au cœur évidemment de vos préoccupations. Est-ce qu'il n'est pas un petit peu perdu dans tout cet univers aseptisé, totalement aseptisé et robotisé? Ah, je vous trouve sévère avec le Numérisé. mot aseptisé. Non, alors aseptisé, ça va dans le bon sens Oui, évidemment, oui, j'entends. mais je parlais une plus de boutade. l'aspect robotisé, numérisé. Mais je crois que quand le patient est informé... Déshumanisé, c'est le mot que je cherchais. Ah, non. Non. Non, ça, avec force et véhémence, je défends le côté humain de notre pratique. Je crois bien au contraire que, sous réserve bien sûr qu'on informe le patient, alors après il faut être capable en tant que médecin ou chirurgien de se mettre à niveau pour une compréhension qui soit la meilleure possible. Pour autant, c'est vrai que si vous faites adhérer un patient à tout cet environnement, il se sent lui-même beaucoup plus sécurisé. Et je pense que ça ajoute au contraire à sa prise de décision, à sa réflexion. Et je crois qu'il adhère beaucoup plus au ce qu'on appelle désormais un plan personnalisé de soins, si vous voulez. Et je crois que ce qui est très paradoxal, parce que tout à l'heure on évoquait cette robotisation qui existe, en fait, moi je crois bien au contraire que chaque patient est de plus en plus une seule et véritable entité.
Et chaque patient pose ses propres problèmes. Et on comprend bien que ce télescope, cette notion, avec le fait d'un modèle, or il n'y a pas de modèle global en médecine, hein, c'est pas du tout comme en mathématiques ou en physique. Ça C'est une science qui est totalement inexacte. Donc ça personnalise de plus en plus, au contraire, Exactement. l'intervention ou le traitement. C'est exactement le terme qui est approprié, oui. Et est-ce que la façon dont on présente les informations aux malades évolue du coup en même temps? Parce qu'il y a davantage d'informations, c'est beaucoup plus précis. Donc, Alors la problématique à laquelle nous sommes confrontés vient d'Internet, parce que très souvent désormais, avant la consultation ou avant une intervention chirurgicale, les patients vont sur Internet, comme on dit, et là ils prennent des informations qui sont parfois soit erronées, soit insuffisantes, soit les inquiètent sans justification. Et donc, en fait, je ne suis pas certain que cette information abrupte qu'ils obtiennent sur Internet, sans conseil, sans explication, soit finalement la meilleure qui soit. On a le problème qu'on connaissait avec les dictionnaires médicaux il y a quelques années, Exactement. dans lesquels on trouvait toujours des maladies qu'on n'avait pas. Là, avec Internet, c'est effectivement encore pire, parce qu'on a des informations qu'on récupère ici ou là, mais sans véritable explication. Donc ça crée aussi peut-être des inquiétudes et des problèmes pour vous aussi. Sachant qu'un certain nombre d'informations sont même fausses, hein, de toute manière, sur Internet. Donc là, l'individu qui navigue n'est pas toujours en capacité d'avoir un esprit critique sur ce qu'il dit. Donc D'où l'intérêt de conserver une relation médecin-patient qui est essentielle. 02 99 67 35 35 pour vos appels ce matin, si vous souhaitez témoigner par rapport à l'hôpital de demain, à la médecine de demain. Si vous avez des questions à poser, vous n'hésitez pas. Évidemment, le professeur Jean-Pierre Gandieu et le professeur Gilles Brassier vous répondront ce matin. Et puis peut-être des témoignages si vous avez profité de ces innovations. Ah, c'est le cas de Gisèle qui habite à Cesson-Sévigné. Gisèle, bonjour. Oui, bonjour Bruno. Bonjour. Alors vous voulez Oui. témoigner parce que vous avez subi une intervention particulière? Non, je ne l'ai pas subi. Je vais être opérée le 3 août, par le professeur Karim Ben Salah, qui est le chef d'urologie de Pontchaillou. Et donc je vais avoir une néphrectomie partielle robotique. Donc l'intervention aura lieu, comme on dit, la médecine de demain, par robot assisté. Et ça vous inquiète ou ça vous rassure? Complètement rassurée. La technologie vous rassure, la technicité de l'intervention vous rassure? Complètement. J'ai été reçue bien sûr par lui parce que cette tumeur cancéreuse a été découverte fortuitement du fait que j'ai une sœur qui a un cancer, donc c'était conseillé de faire des recherches dans la famille, donc fortuitement. Et puis je suis allée vers Pontchaillou parce que j'aime bien tout ce qui est technologie nouvelle, et c'est demain tout ça, hein, et c'est même maintenant, et ce sera de plus en plus comme ça. Donc oui, je suis complètement rassurée, oui. Professeur Gilles Brassier, là, techniquement, qu'est-ce qui se passe quand on réalise une opération assistée par un robot? Alors en l'occurrence, je ne suis pas chirurgien urologue, je ne vais pas me substituer à mon ami Karim Ben Salah. Pour autant, c'est vrai que la chirurgie, grâce au robot Da Vinci dont disposent nos collègues et amis urologues, permet, si vous voulez, de minimiser, là encore, le caractère agressif d'un acte chirurgical, d'en compléter ou d'en améliorer la sécurité. Je pense que tout ça, effectivement, comme le soulignait Madame, ça permet de rassurer les patients. Et on l'a bien vu dans le domaine de la chirurgie de la prostate, qui a été évoqué en d'autres moments sur votre onde. On a vu les progrès considérables qu'a apporté la chirurgie sous robot. Mais j'insiste là encore, le chirurgien, c'est lui qui pilote le robot. Oui, c'est pas le robot. C'est pas le robot qui pilote le chirurgien. Mais comment vous êtes formé à tout ça? J'imagine que ça aussi, ça prend énormément de temps sur votre temps de travail, j'ai envie de dire. Oui. Alors, c'est vrai que la formation d'un médecin ou d'un chirurgien ou d'un biologiste est une formation extrêmement longue. Les étudiants en médecine qui sont reçus en fin de première année croient avoir tout gagné. En fait, ce n'est que le début de Ils ont leurs quand même ennuis. gagné beaucoup de choses en passant la première année. Voilà. Mais c'est vrai que cette formation, elle est extrêmement longue. Alors,
quand on voit le temps qu'il faut pour acquérir une compétence, une expertise dans un domaine, ça va demander 10, 14, 15 ans. Hein. Et en fait, on se rend compte que tout au long de sa vie professionnelle, on doit toujours se remettre en question et s'approprier les nouvelles technologies et innovations. Mais sauf que là, il y a une formation technique qui vient s'ajouter à la formation initiale. Oui, effectivement, qui s'obtient à la fois par compagnonnage, qui est la base de la formation médicale, et puis également grâce aux outils modernes dont on parle de plus en plus, que sont la simulation, et en particulier dans le domaine de la chirurgie robotisée en urologie, c'est particulièrement vrai. Vous aussi, ça prend beaucoup de temps, cette nouvelle formation aux techniques? Ben oui, d'autant plus que les domaines d'expertise sont de plus en plus variés. Et ce qui induit une hyperspécialisation. Donc là, il faut se méfier aussi de cette hyperspécialisation et garder une vue globale parfois, mais nécessairement les années s'accumulent en termes de formation, et tout au long du parcours professionnel, c'est ce qu'on appelle la formation continue qui est indispensable. Et avec l'accélération des innovations, est-ce qu'il y a un besoin de remise à jour quasi permanent? Oui, ben voilà, c'est ce terme de formation continue qu'on utilise, hein, et qui est une remise en question permanente pour suivre les évolutions des outils. Gisèle, je voudrais revenir avec vous à Cesson-Sévigné, donc avec cette opération que vous allez subir dans quelques temps par robot assisté. Ça vous a été présenté de quelle façon? Est-ce qu'au départ il y avait des craintes ou pas? Est-ce que c'est les explications du chirurgien qui vous ont rassuré? Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire qu'au préalable, j'étais allée sur le site parce qu'il y a une présentation sur YouTube, enfin bon voilà, d'une intervention, et quelque chose, oui, c'est quelque chose qui m'a rassurée. Ce n'est pas pratiqué qu'à Rennes, il y a d'autres villes en France où c'est fait, et ça donne de très bons résultats. Ces explications, il a une approche très très simple et m'ont totalement rassurée. Oui, oui, oui. Donc vous partez sereine pour cette opération? Oui, tout à fait. Et puis, ce qui est bien aussi de ce fait, on participe en donnant notre accord sur l'accord pour recueillir, donner notre accord pour que la partie qu'on va enlever, bien sûr, fasse partie des bases de données clinico-biologiques et qui fasse avancer dans ce domaine, notamment le cancer du rein, et puis qui doit être pratiqué aussi dans d'autres domaines. Donc d'où l'intérêt d'être en hôpital. Merci Gisèle pour votre témoignage. On vous souhaite une bonne journée. Je vous en prie. À bientôt. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. 02 99 67 35 35 si vous souhaitez intervenir, évidemment, si vous souhaitez témoigner ce matin. On parle de l'hôpital de demain, de la médecine de demain. On parlait de biologie avec Gisèle à l'instant, qui n'a pas parlé que de chirurgie, parce que c'est vrai que vous n'avez pas forcément le beau rôle en biologie, parce que c'est surtout la chirurgie qui est pas de tout le monde, quoi. Alors qu'en fait c'est extrêmement important, quoi, les avancées en biologie. Eh oui, parce que comme je le disais, en fait, auparavant, la biologie était là pour permettre de poser un diagnostic, alors que maintenant, elle donne en plus des indications sur l'efficacité potentielle d'un traitement ou d'une prise en charge. Si on prend un exemple, le cancer du sein, on ne dit plus diagnostic positif cancer du sein. On est capable de dire les marqueurs X, Y ou Z sont positifs, sont négatifs. Alors, il va falloir, non seulement il y a un cancer, mais il va falloir choisir telle ou telle thérapeutique si on veut être assuré d'une efficacité. Donc, c'est ce qu'on appelle la médecine personnalisée, prédictive, et qui permet d'anticiper sur un choix thérapeutique. C'est donc un travail en amont et en aval. Oui, c'est un accompagnement. Et tout à l'heure, vous parliez du dialogue médecin-patient. Et au sein de l'hôpital, avec ces outils nouveaux qui arrivent, on voit aussi se renforcer le dialogue entre médecins. Et ça, c'est très positif. Parce que justement, il y a une telle masse de données à analyser pour pouvoir prendre en charge un patient que se mettent en place des réunions permanentes de discussion autour d'un cas. Ce qu'on va appeler les réunions multidisciplinaires, de discussion multidisciplinaire, et qui permettent d'optimiser la prise en charge. Ça veut dire qu'on se dirige vers une hyper spécialisation des médecins de plus en plus, qui sont déjà spécialisés, mais là encore plus. Inéluctablement. Ouais.
Si vous voulez, le chirurgien d'une autre époque qui était capable de traiter une fracture de jambe et une appendicite, c'est terminé depuis fort longtemps. Et heureusement, je pense que même au sein d'une seule discipline, on se rend compte qu'il y a, bien sûr, on va dire la proportion ou la partie de base, sans que ce soit péjoratif, des interventions ou des pathologies que tout un chacun va prendre en charge dans la même discipline. Et pour autant, la plupart, et je le vois en particulier dans la discipline de neurochirurgie qui est la mienne, c'est vrai qu'il y a des neurochirurgiens qui s'occupent de la maladie de Parkinson dans le service, et puis il y en a d'autres qui s'occupent d'autres choses et d'autres domaines, et en fait, c'est pas interchangeable du tout. 02 99 67 35 35 pour vos interventions ce matin. Nous sommes en direct toujours du CHU Pont-Chaillou avec le professeur Jean-Pierre Gandieu et avec le professeur Gilles Brassier. Jusqu'à 10h, France Bleu Armorique braque les projecteurs sur le CHU de Rennes. Festival Beauregard du 30 juin au 3 juillet à Caen. Rendez-vous pour une garden party pop-rock au cœur de la Normandie avec Robert Plant and the Sensational Space Shifters, PJ Harvey, Les Insus, The Chemical Brothers, The Avner, Louise Attack, Feu Chatterton, Brigitte, La Femme, Neve New Beaters, Beck. Festival Beauregard du 30 juin au 3 juillet à Caen. Plus d'infos, festivalbeauregard.com. Merci. 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 98% de nos patients recommandent les centres Entendre à leur entourage. Et pour ça, nous, audioprothésistes Entendre, vous disons un grand merci. Enquête de satisfaction Optima, second semestre 2014, sur 956 questionnaires analysés. Entendre à Bru, Melesse, Mordel et Rennes. Pour retrouver votre audioprothésiste indépendant Entendre de la région, connectez-vous sur entendre.com ou appelez le 3220 et dites Entendre. Dispositif médical, consultez un spécialiste. Jusqu'à 9h40, nos experts répondent à vos questions. 02 99 67 35 35 pour vos témoignages. On continue cette émission en direct du hall d'accueil du CHU Pont-Chaillou à Rennes avec le professeur Jean-Pierre Gandieu qui est chef du pôle biologie et puis le professeur Gilles Brassier qui est neurochirurgien. On a eu un message de Gérard de Saint-Brandon qui n'a pas pu rester avec nous, qui voulait vous remercier, professeur Gilles Brassier, parce que vous l'avez opéré d'un problème au cervical et grâce à vous, il marche toujours. Donc voilà. Merci. C'est important aussi qu'il y ait ces retours-là pour vous. Oui, bien sûr, nous sommes des êtres Quels que humains. soient les services, quels que soient les services. C'est très important. Bon, en biologie aussi, est-ce que vous avez aussi ce type de retour Oui, de la part on des a patients pas mal de courriers, à la fois positifs, parfois aussi pour demander des renseignements complémentaires ou pour dire que les résultats ne sont pas arrivés en temps et en heure, mais donc il y a cette interaction. Oui. Mais est-ce que le patient est conscient de votre travail à vous en biologie parce qu'il voit le chirurgien qui va l'opérer, mais est-ce qu'il sait tout le travail qu'il y a en amont et en aval? Peut-être pas toujours, mais bon, là, l'objectif, c'est vraiment d'avoir une chaîne de compétences qui permet d'aller jusqu'au bout et jusqu'à l'acte final que va assurer le chirurgien, le médecin auprès du patient. Donc, je pense que maintenant, tout le monde a bien saisi qu'on était dans un continuum de prise en charge et au bénéfice des patients. Alors, on parlait de l'hôpital d'aujourd'hui, en fait, avec toutes les évolutions. L'hôpital de demain, ce sera quoi exactement? Est-ce que ça va ressembler à ce qu'on connaît aujourd'hui, à ce qu'on voit, à ce que vous nous racontez, ou est-ce que ce sera bien différent? Ça peut vous paraître curieux, mais par souci d'honnêteté, je vais vous dire que je ne sais pas. Déjà, dans chaque domaine, avoir des prévisions au-delà de 5 ans, c'est extrêmement difficile. Il est certain qu'il y a un train qui est en marche, et notamment, on voit bien, c'est raccourcir la durée d'hospitalisation vers la prise en charge ambulatoire, que ce soit en chirurgie ou en médecine. Et ceci est permis, autorisé, grâce justement au progrès de la technologie, des innovations. Je ne parle pas d'invention, je parle bien d'innovation, ce qui est totalement différent. Se projeter au-delà de 5 ans, je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Vous parliez de la chirurgie ambulatoire. On avait un témoignage tout à l'heure entre 8h et 8h30 d'une auditrice qui avait la sensation d'être sortie trop tôt de l'hôpital. C'est pas le risque aussi, ça, que le patient se sente un petit peu poussé vers la sortie? Je crois que c'est un sentiment qui est légitime. Et pour le contrecarrer, il faut justement avoir prévu en aval de cette très courte hospitalisation de moins de 24 heures
toutes les aides et en fait une sécurité autour du patient. Et c'est en fait ce qui est le plus difficile à réaliser, c'est incontestable. Donc c'est un gros travail de communication en amont alors. Oui, énorme. Et puis une préparation, on le voit bien dans des interventions chirurgicales de quelque nature que ce soit qui désormais se font en ambulatoire. Si on a de surcroît affaire à un patient un peu fragile, avec des pathologies multiples et puis un âge parfois avancé, on ne peut absolument pas le comparer à un patient de 40 ans de moins sans aucun problème. Or, malheureusement, c'est vrai que... Enfin, ça rejoint, si vous voulez, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une personnalisation de la prise en charge. Je crois que ça, c'est fondamental. Mais je comprends parfaitement les patients qui puissent éprouver des inquiétudes au décours d'une prise en charge ambulatoire. 02 99 67 35 35, un nouveau témoignage avec Marilyn de Longvalet. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Nous vous écoutons, Marilyn. Oui. Donc en fait, j'ai un crânio-pharyngiome, c'est une maladie orpheline. J'ai été opérée une première fois en 98 à Strasbourg et comme j'ai déménagé en Bretagne, j'ai été opérée une seconde fois en Bretagne par le professeur Brassier. Donc c'était en 2002. Et c'est vrai que la première fois, on m'a opéré... au niveau du... Enfin, on a ouvert la tête et la deuxième fois, on est passé par la bouche. Et j'ai eu vraiment moins de séquelles. J'ai eu moins de temps à me remettre, en fait. Et je voulais remercier le professeur Logile Brassier parce que depuis, tout va bien. Je n'ai plus de récidive. Et voilà. Ça vous fait 2 points, professeur Brassier. Mon ami Jean-Pierre est très offusqué, j'en suis compris. Ça va venir aussi. Si vous connaissez le professeur Jean-Pierre Gagneux, donc vous pouvez appeler aussi pour le féliciter. Mais vous avez donc, vous vous souvenez donc de cette période et pour vous, ça a été des moments faciles, difficiles à vivre, Marilyn? La seconde période était très facile parce qu'à Strasbourg, j'ai été admise le 15 mars et je suis ressortie. J'ai eu le droit d'aller à un mariage en Bretagne au mois de juin avec une dérogation. Alors, je me suis remise, je suis sortie de l'hôpital en juillet et quand j'étais à Rennes, je crois que ça a dû durer 15 jours, pas plus. Hein. C'est quand même incroyable. Ah, donc il y a une avancée effectivement au niveau des techniques, etc., que vous avez pu juger directement. Après, je ne sais pas s'il a utilisé la technique qui est à la pointe aujourd'hui, mais je sais qu'il est passé par la bouche. Voilà, donc ça, c'était en 2002, hein, c'est ça ce que vous nous dites? Oui, en 2002. Donc voilà, ça fait 14 ans quand même, donc les choses ont bien changé. Oui. Effectivement, les techniques ont évolué, professeur Brassier. Exactement. C'est, comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, une progression permanente. Et justement, ces techniques qui évoluent d'année en année ont un coût. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez les moyens d'adapter votre chirurgie au coût de ces nouvelles techniques? C'est une question essentielle que vous oui, posez. Je comprends pourquoi vous la posez. Je crois que les CHU sont effectivement des emblèmes en matière d'innovation. Moi, je y crois, c'est pour ça que j'y suis resté. Mais c'est vrai que ceci est assorti d'un coût très important. Hein. C'est exponentiel. C'est une véritable explosion là aussi. C'est une course à l'armement. Oui, mais ce qui n'est pas le cas des recettes. Alors oui, sauf que dans l'innovation, si vous voulez, et dans le principe de la tarification à l'activité, qui est notre système de dotation financière, c'est vrai que l'innovation n'est pas encore codifiée par la sécurité sociale. Et ce sont ce qu'on appelle les sociétés savantes qui vont aller défendre auprès de la haute autorité de santé une reconnaissance d'un acte particulier utilisant une innovation spécifique. Et après, c'est la sécurité sociale qui va donner son aval à une tarification. Vous imaginez bien que ceci prend plusieurs années. Et donc, tout au début, ceci est à la charge exclusivement des CHU eux-mêmes. Après, intervient dans ce choix deux aspects. Tout d'abord, la situation financière de l'établissement. Et d'autre part aussi, la volonté du chef d'établissement, en l'occurrence
à Rennes de Madame la Directrice Générale quant à voir son CHU à la pointe des innovations, et je ne peux publiquement que la remercier de l'engagement dont elle a fait preuve depuis son arrivée dans ce domaine. Alors, sachant que parfois, vous comptez aussi sur l'argent privé, l'argent de mécènes, je pense à des entreprises, des particuliers. C'est le cas de ce fonds de dotation dont on a parlé ce matin sur France Bleu Armorique, le fonds Nominoé. Sans le mécénat, aujourd'hui, vous pourriez continuer certains travaux de recherche, certaines innovations? Alors, le fonds Nominoé a effectivement permis récemment d'envisager des développements qu'on ne pouvait pas déployer par ailleurs sur des fonds propres, et en particulier la construction d'un site central d'une biobanque, c'est-à-dire d'un endroit où sont collectés un certain nombre d'échantillons et qui vont permettre de mettre en place des protocoles de recherche et de travailler sur des aspects innovants. Ça veut dire sans l'argent privé, ça n'était pas possible? Alors, par ailleurs, au-delà des systèmes de fonds de dotation, malgré tout, au niveau des établissements et des équipes hospitalières ou équipes de recherche, on a aussi la possibilité d'avoir des collaborations avec des industriels et qui permettent de mettre en place des travaux de recherche. C'est devenu strictement indispensable parce que les fonds publics sont souvent difficiles à acquérir, soit en termes de fonds pérennes, soit en termes d'appels d'offres, parce qu'il y a des appels d'offres qui se font aussi, mais avec une très grande concurrence. Donc il faut passer maintenant systématiquement par ce type. Sachant que le fonds Nominoé n'est pas le seul, il y a aussi l'INCR. Ça veut dire que vous êtes en concurrence entre vous quelque part pour attraper cet argent privé? Je pense qu'il faut déposer des dossiers de qualité qui sont évalués par des comités d'expertise, et lorsque c'est gagnant, ça veut dire que c'est un bon projet, mais il y a effectivement de la concurrence. Je vais juste préciser, l'INCR, c'est l'Institut des neurosciences cliniques de Rennes. Vous évoquiez la biobanque tout à l'heure. Concrètement, c'est quoi? C'est une sorte de grande bibliothèque avec des échantillons? Oui, une grande bibliothèque froide, puisque l'objectif est d'y mettre des échantillons qui sont soit à moins 20 degrés, soit à moins 80, soit à moins 140. Donc vous voyez, on conserve de manière extrêmement précieuse les échantillons. Et ce qui rend toute la force à cette collection, c'est qu'elle est particulièrement bien annotée, pour utiliser le terme exact. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque échantillon est associé un certain nombre de données, sont associées des données très précises. Et ça sert à quoi concrètement? Et bien ensuite, ça permet de pouvoir mettre en place des protocoles de recherche qui vont permettre de répondre à des questions précises et pour aller vers l'innovation, la détection de nouveaux marqueurs, etc. Voilà, vous avez les prélèvements, vous avez les données associées des patients sur lesquels ça a été récupéré. Ça constitue des cohortes, des collections, et qui permettent de donner de la force. Des référents, quoi. Exactement. 02 99 67 35 35, nous accueillons Thierry de Rennes au standard de France Bleu Armorique. Bonjour Thierry. Bonjour toute l'équipe. Bonjour. Nous vous écoutons. Allô? Oui? Oui, nous vous écoutons. Allô? Oui, d'accord, ok. Donc moi j'étais opéré d'une hernie discale L4, L5 et syndrome de queue de cheval à plusieurs reprises dans un hôpital au Mans. Donc voilà, j'ai eu plusieurs récidives. Ensuite, ça m'a repris aussi sur Rennes et j'ai été opéré par le docteur Reynaud, toujours du même problème avec une arthrodèse, et maintenant je peux marcher tout. Donc merci beaucoup à l'équipe de la neurochir, quoi. J'en prie clair. Bon, super, merci, merci beaucoup de cet appel Thierry. Il y a juste à faire des progrès maintenant dans les liaisons téléphoniques. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Mais là, vous n'y pouvez rien. Vous n'y pouvez rien, malheureusement. Quels sont les grands changements à venir, les grandes innovations qui vont se profiler dans les prochaines années? Sur lesquels vous travaillez déjà, en bref, et qui vont éclore. Alors, un aspect qui peut paraître éloigné de la chirurgie, mais qui en fait est partie intégrante, c'est que, comme je l'ai souligné à plusieurs reprises, c'est pas le robot qui pilote le chirurgien. C'est le chirurgien qui pilote le robot. Et le chirurgien, il est soumis, comme tout être humain, à un stress, à des inquiétudes. Ce d'autant, comme je le dis également, c'est que chaque patient est une entité, pose ses propres problèmes, quelle que soit la maladie la plus fréquente dont il puisse souffrir. Et la gestion du stress, la gestion de l'attitude à adopter vis-à-vis d'une situation difficile qui survient au cours d'un acte thérapeutique, d'un acte chirurgical, eh bien cette prise en charge, elle est extrêmement importante. Et on essaie à l'heure actuelle, c'est en particulier le cas à Rennes, d'établir, et ça en collaboration avec l'Université de Rennes 2 et les sciences humaines et sociales, d'établir, si vous voulez, en fait, une modélisation des procédures pour savoir et pour apprendre aux jeunes chirurgiens
les différentes situations complexes